cette situation, toi, en tant que promoteur, tu vois une sortie par le haut ou tu vois une sortie par le bas? Alors, juste une rectification. Donc, pas promoteur, mais plutôt Ouais. directeur d'une organisation mineure Excuse-moi. de boxe. Non, il n'y a pas de problème. Et Non, mais effectivement, je gère des contrats pour des boxeurs. Voilà. Je fais le rôle d'agent. Notamment, ouais. je travaille avec. Je suis très pote avec le matchmaker officiel de Franck Warren. On s'appelle, tu vois. Mais quand je te dis qu'il m'appelle, c'est-à-dire il m'appelle, il me parle de sa femme qui s'est fait vacciner, tu vois. C'est pas juste il m'envoie un texto pour me dire j'ai besoin d'un combat, machin, tu vois. D'ailleurs, il me Ah dit non, des mais trucs. pas de souci. Moi, Voilà. je te crois. Hein. Moi, je te Et crois. donc, non, mais de toute façon. Non, voilà, non. Moi, écoute, tu sais quoi, c'est marrant. J'arrive pas, je vois pas de solution. Parce que, tu sais quoi? Parce que déjà, je trouve qu'il y a un lack of information, tu vois, on manque un peu d'informations sur ce problème de network. En fait, moi, c'est là-dessus que je me base. C'est-à-dire, quand je vois un peu les contrats se faire, les promoteurs se serrer la main et les dirigeants des chaînes trouver des accords, là, j'arrive à avoir une vision un peu plus claire. Et après, on peut parler de la pugilistique. Parce que ce que les gens oublient, c'est que, on le redit encore une fois, mais il y a la boxe et il y a le boxing business. Et entre les deux, les gars, il y a un grand canyon. Et ça, il faut le comprendre. Si tu veux comprendre voilà. Il y a le blood, mais il y a le business. Et le business, c'est plus important que le blood. Et ça, malheureusement, c'est ça qui déçoit les gens. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, dès qu'on rit jaune, c'est parce qu'on est tellement des amoureux de ce sport. On connaît la sueur, mais les gens ne connaissent pas. On voit à l'avance les dégâts que ça va provoquer chez le casual. Voilà, c'est ça. C'est le mec qui comprend pas. Ouais, mais pourquoi lui il l'aurait défoncé? Mais ça, non, c'est pas ça en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui prennent des risques, mis à part ceux qui sont sur le ring, ceux qui prennent des risques, c'est ceux qui mettent l'argent sur la table. Voilà, c'est les patrons. C'est ceux qui veulent être contents. C'est ceux qui se serrent les mains, ceux qui sont en costume et qui embrassent tout le monde à la fin. C'est eux qui sont la clé en fait de savoir. Et sur ce cas-là, Fury Joshua. Et Wilder maintenant, du coup, qui d'un coup, tu as vu, qui est rentré dans la danse, là, parce qu'on pensait que tout le monde l'avait oublié, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure. Eh ben, moi, je trouve que voilà, j'ai pas assez de visibilité, j'ai un peu de mal. Alors, j'espère. Mais par contre, je suis plutôt d'accord avec ton analyse que, en termes de business model, le format Fury, Wilder, ils vont réussir peut-être à nous le vendre une troisième fois. Et mine de rien, il y a quand même des gens. Il y a des gens qui pensent que Wilder, il peut revenir. Il y a des gens qui pensent que Wilder, il va renaître de ses cendres. Parce que c'est quand même, tu as dit, il y a un cas particulier avec Wilder. C'est-à-dire, les gens ils se disent, ouais, mais il a quand même cette furie, il a quand même cette force dans la droite, là, on veut le revoir. Et quelque part, ce serait légitime, vu que, je sais pas comment il s'est démerdé, il a gardé son classement à la WBC. Mais voilà, ça met dans la merde pas mal d'autres boxeurs, je trouve. En fait, ce bordel-là met dans la merde pas mal d'autres boxeurs qui sont en train de monter, qui vont vouloir trouver leur place. Et fait stagner la catégorie reine, c'est-à-dire la vitrine pour le casual, et notamment le casual européen, de la boxe. Et pendant ce temps-là, le MMA, ne s'arrête pas, va de plus belle. Tant mieux pour eux, ils ont raison d'ailleurs de le faire. Bah, bien sûr. L'UFC travaille très bien, voilà, il faut le dire. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est absolument terrible parce que nous, on est des boxing junkies, mais au dernier degré. Je veux dire, on est des boxing junkies, c'est-à-dire que je peux chier sur la boxe, je peux, avec ma grande gueule, je peux dire la boxe est morte, et puis jusqu'à mon dernier souffle, je vais me taper des combats de boxe. Hein, vous me connaissez, hein, c'est ça. On est des junkies, mais au dernier degré, quoi, tu vois, je veux dire. On est irrécupérable. Et donc, nous, ça nous atteint parce que, en fait, on a un cheminement intellectuel qui dit, putain, les dégâts que ça va provoquer sur les nouveaux amateurs et tout ça. Sauf que on arrivera toujours à avoir notre compte de boxe d'une façon ou d'une autre. Mais quand même, malgré tout, là, il y a quand même une catégorie et qui est ultra importante, qui est complètement... c'est une sclérose que j'ai jamais vue. C'est une catégorie complète qui est au point mort. C'est quand même fou. Hein. Alors que tu disais, tu as évoqué tous les noms tout à l'heure, mais la catégorie au point morte comme ça, je crois que je l'ai jamais vécu. Je l'ai jamais. Et toi, Ben, écoute, en même temps, comme tu dis, elle est au point morte, mais elle aurait pu on aurait pu assister à quelque chose un truc historique, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il manque des leviers, parce qu'en fait, tout est réuni pour que là. En fait, d'ailleurs, quand il bat Wilder par KO.
y a 1 millimètre qui sépare le néant du chef-d'œuvre. C'est ça que tu veux dire? Super, exactement. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est dur d'avoir un avis, c'est dur de voir comment, parce qu'on ne vit pas ça tous les jours. Ce qui se passe là, c'est inédit. 2 British boxers comme ça, toutes les ceintures sont en Angleterre. En plus, on a eu une pandémie qui est arrivée, qui a foutu aussi, quelque part, ça a foutu le bordel dans les organisations. Bon, moi, je le sais, le mec qui m'appelle, Frank Warren, ça propose des bourses. Alors, il faut comprendre que parce qu'on est en lockdown, effectivement, Warren, comment elle s'appelle la promotion de Queensberry, voilà. On fait moins d'argent, donc les bourses, on est obligé de les cuter. Mais est-ce qu'on peut avoir ce boxeur français? Ouais, mais non, ce boxeur français, il veut pas venir. Ah, mais pourquoi? Eh ben parce qu'en plus, vous cutez les bourses. Et en plus, d'ailleurs, je vais t'en raconter une qui s'est passée ce week-end. Et en plus, vous cutez les bourses. Et en plus, à cause de la pandémie, les organisations ne vous autorisent à avoir que des locaux dans l'arbitrage et chez les juges. Va chez Warren et va trouver un juge français. Il n'y en a pas. Ah, bah voilà. Là, ce qui s'est passé là chez. Ça, Cédric Pénaud. C'est vrai, tout à fait, il a vécu ça. Vas-y, John, vas-y, continue. Écoute, Cédric Pénaud, ouais. Moi, j'ai mis les gants avec lui pour te dire. On s'est rencontrés comme ça la première fois. On met les gants à la télé, lui et moi, et on se tape sur la gueule. Énorme, je te jure. 5 ans plus tard, je le fais devenir champion IBF Europe au Luxembourg, en fin 2019. Et après, il dit ouais, trouve-moi des combats. Trouve-moi des combats et tout. Ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pas pour toi. Bon, il préfère travailler avec un autre. Et malheureusement, il perd parce que pas protégé. Voilà. Bon, après, mais Cédric, gros big up à Cédric, super gars. Gros big up à lui s'il nous écoute. Et tu sais quoi? Je devrais te donner un exemple sur ce qui s'est passé ce week-end. Moi, je le côtoie aussi. Super gars. Super gars. Il sera totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Totalement. Ouais. Et il pourrait nous en parler parfois. Tu sais. C'est quoi l'expression je m'occupe de mes ennemis, mais protège-moi de mes amis. Tu connais cette expression? Oui, bah, tu l'as bien dit, ouais, c'est plus ou moins ça. Fais attention à... Ouais, enfin bref, on s'est compris. On s'est compris. Il est 2h du matin, il est 3h. Mais je vais te donner un exemple. T'es un champion quand même, John, de rester avec nous à 3h. Je sais ce que ça coûte. Il n'y a pas de souci. Je vais te donner un exemple. Ce week-end, oui. Il y a Joshua Buatsi qui boxe. Oui, contre Dos Santos, oui, vas-y. Contre Dos Santos. Moi, Joshua Buatsi, ça m'appelle depuis 2 ans. Ils veulent faire Najib Mohamedi. Ah ouais. Parce que Najib Mohamedi s'était reclassé 20e dans la catégorie des Milo. On l'avait reclassé avec le titre IBF. Sauf que là, on n'a pas boxé depuis 2 ans à cause du Covid et que j'attends la bonne opportunité. Du coup, BoxRec nous a sorti des classements. Mais là, je vais trouver un combat à Moscou cet été pour un titre IBF intercontinental. Ok. Le 23 juillet à Moscou. Et là, elle m'appelle, ouais, John, il serait temps qu'il fasse Joshua Buatsi. Il y a 30 000 euros. Allez, on peut négocier. Allez, je te dis en gros. Allez, entre 25 et 30. Bah, je dis, les gars, 10 rounds contre Najib Mohamedi. Pourquoi? Mon gars, il a une ceinture. Là, je vais trouver un combat avec une ceinture. Et je vais vous l'envoyer pour 10 rounds contre un tueur. Il est synonyme de pédigré. Et ça, ce qui vaut plus que 30 000 euros, je suis désolé. Déjà d'une, il vaut plus que 30 000 euros de par son palmarès. Là, je vais l'envoyer contre un mec qui est en train de monter, qui va certainement devenir champion du monde de la catégorie dans les années à venir, pour 10 rounds, pas protégé arbitralement parlant, et ni en termes de juge. Je dis non, je suis désolé, je ne peux pas te le donner. Je ne le donne pas. Et il me dit, qui d'autre? Tu protèges les intérêts de ton boxeur. Bah oui, alors que moi, en plus, moi, j'ai de l'argent à gagner dans des bourses comme ça, tu vois, c'est toujours intéressant. Là, qu'est-ce qui se passe? On me dit, t'as qui d'autre chez les Milo? Je dis, mais les gars, il n'y a pas grand monde qui va vouloir y aller. Je vous dis honnêtement, il n'y a pas grand monde. Ou alors, il va falloir les arroser. Et j'apprends qu'on envoie Dos Santos. Ouais. Et là, je me dis, mais quel courage. Juste big up avant, voilà. Juste big up. Parce que tous nos pugilistes français, gros big up à vous qui montent sur le ring, voilà. Ouais, il a porté ses couilles, le mec. Il a porté ses couilles, il est allé. Et il y a cru en plus. Ouais. Mais je me dis, je te dis honnêtement, je regarde le combat. Donc, dès le premier round, mais dès le premier round, quand j'entends dans son coin, allez, maintenant tu vas le mettre KO, dans le coin de Dos Santos, là je me dis, on n'est pas parti, là je me dis, il y a un problème dans la boxe en France. Je me dis, un problème. Un problème de réalité. Et qu'est-ce qui se passe après? Il se fait mettre KO, mais il est KO debout.
C'est-à-dire qu'il est KO avant de toucher le sol, Dos Santos. Un KO qui fait mal, un KO qui fait mal, un KO dont il devra se relever, qui est pas simple, et voilà. Parce que le Dos Santos, bien travaillé, calmement, raisonnablement, mais peut-être que tu peux l'emmener loin, mais sur du long. Parce qu'il est courageux, il est grand. Là, voilà. Là, on donne pas de la viande à manger à un bébé. Et je veux pas dire que Dos Santos est un bébé, mais c'est l'image. Non, tout de suite, c'était pas le combat à faire. Par contre, c'est vrai, là, tu es en France, tu boxes pas trop, on te met 30 000 € sur la table. J'imagine qu'il a été payé autour de ça, tu vois. Bien sûr que tu y vas. Les mecs, ils ont besoin de bouffer. Putain, en France, on s'occupe pas de nos boxeurs. Putain. Exactement. Le mec, il a les couilles, il y va. Mais il faut y aller avec un minimum d'armes, même si tu sais des fois. Parce qu'un combat comme ça détruit une carrière. Voilà. Et que les 30 000 que tu as pris, c'est rien du tout parce que tu pourras plus. Peut-être que malheureusement, et c'est pas ce qu'on lui souhaite, on lui souhaite l'inverse, mais malheureusement, tu pourras plus les faire après. Donc, parfois, il faut continuer à manger son pain noir pour qu'en bout de ligne, tu puisses décrocher la timbale. Voilà. Mais je lui souhaite. Là, moi, je pense qu'il peut devenir champion de France. Il peut faire des choses. Mais tu sais, j'ai regardé le combat, ça m'a fait mal au cœur parce que je sais ce que c'est. Ah, mais je sais dans quelles conditions il a été parce que j'avais les trucs sur la table, tu vois. Ça m'a fait mal au cœur. Je le vois. Et quand je le vois pleurer, bon, après, il y avait des belles images, tu vois. Boiti. Oui, Boiti, il a eu peur. Non, la preuve, c'est un combattant. Voilà, c'est bien que tu dis ça. C'est Boiti, quand il l'a vu tomber, il savent, les mecs. Mais bien sûr, mais même moi, j'ai eu peur. Même moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je te le dis, j'ai eu peur pour le boxeur. Mais voilà, juste encore une fois, gros big up à lui. J'espère qu'il va s'en remettre très vite. C'est pas facile. Il faut bien comprendre aussi que les gens qui regardent ça et tout. Patience. Travaille bien, patience. Parce qu'il faut pas oublier que pour l'Angleterre, tu sais, des fois en France, moi j'en vois les organisateurs, ouais, on fait venir un Roumain, ouais, on fait venir des machins, on fait venir ça. Des fois, bon, il faut boxer, tu vois. Mais les gars, en Angleterre, quand ils appellent les Français, vous croyez qu'ils se disent quoi? On fait venir des Roumains. C'est pareil, hein. C'est à la même échelle, les gars. C'est comme les Mexicains qui viennent au Canada. Moi, je connais très bien. Hein. Tu sais, je parlais de Boiti. Tu sais, je connais pas aussi bien que Cédric Pénaud, mais Ryan Ford, qui a boxé Boxy, tu sais. Oui, Ryan Ford qu'on devait faire. Ryan Ford que moi, je connaissais ses sparring, Ryan Ford. Je m'entraînais avec ses sparring. Tout. On se faisait défoncer par Ryan Ford, qui est un bon boxeur. Mais merde, j'ai perdu mon fil. Je suis vieux, John Ali, excuse-moi. Il est pas tard, mais je suis vieux. Vas-y. Excuse-moi. Non, mais tu parles de Ryan Ford, il avait fait un combat, voilà, c'est contre Boiti d'ailleurs, qui avait les coups bas, c'est ça, hein, voilà. Bon, et c'est vrai, même Ryan Ford, il a même pas réussi à être protégé correctement. Non. Et en plus, derrière, je sais qu'ils ont essayé de négocier un rematch ou un placement, ça a été compliqué pour un mec comme Ryan Ford, tu vois. Moi, j'ai failli faire Ryan Ford Mohamedi pour te dire. Ah ouais. Ouais, ça avait failli se faire. Ça aurait été pas mal, hein. Ça aurait été un beau combat. Sportivement parlant. Sportivement parlant, c'était un combat parfait pour Najib et pour Ryan, tu vois. Ah oui. On était proches. Mais moi, tu me dis Najib Mohamedi Boiti, j'y vais que s'il y a un championnat du monde. Sinon, j'y vais pas. Ah oui, ça sert à rien. Enfin, bah oui, alors on se comprend. Bah oui. Sinon, j'y vais pas. Quel intérêt là? Maintenant. Justement. Surtout maintenant. Surtout maintenant, quand tu es un petit peu intelligent, tu vas pas aller. Le mec est à ça d'avoir une place dans la catégorie. Attends qu'il soit justement qu'il ait sa place. Et là, après, tu fais le combat. Voilà. Ah, c'est comme ça. Non, mais c'est tout à fait. Après, nos boxeurs, ils sont tellement pas aidés que je puisse comprendre. Et tu sais, quelque part, Dos Santos, il a fait quelque chose de bien en l'acceptant. Je parle juste en acceptant, en faisant le geste d'accepter un combat comme ça, c'est de dire, ah, les gars, à un moment donné, on va arrêter de parler, on va arrêter de se dire, ouais, nous, en France, on va être champion du monde. Les combats, à un moment donné, quand ils viennent, il faut les accepter. Ça rend fou les boxeurs français. Le tourner à vide, voir que le monde de la boxe continue sans eux, tourner à vide, être... et il faut accepter les combats. Et là, avoir des bourses de crevards et tout ça, jamais avoir l'opportunité, ne pas être aussi dans le décorum qui nous fait rêver, ça c'est très important d'ailleurs. Ça c'est un de mes thèmes, John aussi dans d'autres vidéos, le décorum est important. Nous on a grandi dans les années 80-90 et tout ça, quand tu étais un boxeur et que tu étais dans une soirée HBO, c'était un summum de ta carrière, tu vois, un summum. Et les boxeurs ont besoin de ça parce que aussi, comment dire, tu as des boxeurs du quotidien, mais même si tu es un boxeur du quotidien, tu as une histoire à écrire. Ta carrière est une histoire. Et ta carrière, tu l'écris.
Et à un moment, il faut que tu aies ces moments où, à défaut de pas avoir de titre, c'est quand même dans le décorum qui fait rêver tout le monde et tout ça. Et donc je comprends le Dos Santos. Moi, je comprends totalement le Dos Mais Santos. bien sûr, les couilles qu'il faut pour accepter un combat comme ça. Ouais, mais sauf que là encore, tu mets le doigt sur un problème, je trouve, de la boxe française, c'est qu'il y a finalement, malgré le fait qu'il y a des gens qui se disent je suis l'entourage, beaucoup de boxeurs sont seuls. Ouais, ont une certaine solitude de pensée, c'est-à-dire qu'ils sont seuls dans leur réflexion, un peu trop seuls. Et parfois, il n'y a pas quelqu'un qui est là, alors peut-être pour te dire des mauvaises choses qui sont difficiles à entendre, mais te dire pas maintenant. Najib, je te dis, Najib, il m'a dit on le fait, Boiti. Je dis non, on le fait pas, Najib. T'as dû parce qu'il a besoin d'argent. Il me dit on fait Boiti. Et en plus, je t'ai dit, j'avais une marge de manœuvre pour Najib pour négocier un peu plus. Je dis Najib, je dis on le fait pas. Et je dis, il y aurait eu un titre où j'aurais à la rigueur, tu vois. En plus, on aurait une marge de manœuvre. Je dis on le fait pas, Najib. Ça ne sert à rien là tout de suite. On le fait pas ce combat. C'est un mauvais combat. Faut pas le faire maintenant. J'ai dit, là, tu vois, je vais te donner un autre exemple. Le 5 juin, il y a Dino Dubois. Oui. Voilà. Oui. J'ai pensé à ça. On m'a proposé 2 combats en undercard. Ah ouais? On m'a proposé le super moyen, là, j'ai oublié son nom, et Arnie Sharp, là, le super plume. Ok. Le mec m'appelle, il me dit, ouais, est-ce que tu as des boxeurs pour ta. Je dis, ouais, j'en ai. Pas le super moyen, le moyen, c'est un point moyen. Un point moyen et un point super plume. Je dis, ouais, j'en ai. Je dis, j'appelle. Je dis, par contre, je dis, c'est quoi la bourse? Ah, putain, ben voilà, Franck Warren encore, tu vois. Donc, ben c'est que t'es. Je dis, écoute, je dis, et les mecs m'appellent, ils me disent, hey, les mêmes. Ah, écoute-moi bien, je donne pas de nom, mais je te raconte une anecdote. Les mecs, le boxeur m'appelle, ils me disent, John, j'ai reçu cette offre de combat pour ce combat-là, avec tant d'argent, moins 10% de l'agent. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ben moi, sans enlever les 10% de cette somme-là, je te rajoute 2000 €, je peux t'avoir ce combat-là. Je dis, mais je trouve que c'est mal payé, je lui dis. Je trouve que c'est mal payé. Et c'est prendre des risques. Je lui dis, mais vu que vous arrêtez pas de me dire, je veux sortir, je veux faire des combats, tu as une opportunité. Tu veux le faire ou pas? Surtout qu'on parle de mecs. T'en as un qui a pas beaucoup, t'en as un qui a 8 combats, tu vois, voilà, qui sont protégés, qui sont montés, et t'as Arnie Sharp qui est pas mal quand même, tu vois. Mais les mecs, quand je les entends des fois, ouais, fais-le-moi sortir, il veut sortir, il est prêt, il veut partir. Et là, je dis au promoteur anglais de chez Warren, je lui dis, écoute, je lui dis, tu sais, en France, il faut que tu comprennes, il y a un problème. C'est qu'en France, ils vont te dire, ouais, c'est bon, je suis prêt, je m'entraîne tout. C'est vrai, tu les vois, les boxeurs, ouais, je m'entraîne tout le temps, je suis prêt et tout. Et quand tu les appelles pour un combat, ils te disent, ouais, mais le combat, c'est dans 3 ou 4 semaines, et je peux pas faire ma préparation. Je dis, mais les gars, arrêtez de dire que sur les réseaux sociaux, vous êtes prêts. Quand on vous appelle à 4 semaines ou à 1 mois d'un combat et que vous pouvez pas le prendre. Moi, je le comprends, ça. Be always ready. Don't get ready. Be ready. C'est ça. Moi, je le comprends parce que je sais à quel point c'est dur de préparer une préparation, d'avoir des sparring, il n'y a pas d'argent, c'est une galère. Les mecs qui sont dans. Les mecs, comme tu as dit, sont tout seuls. Tu dois être toujours prêt. Toujours. Voilà, c'est Arnie Sharp, on est d'accord. Il est très bon, Arnie Sharp. Ouais. Et c'est vrai, moi, je les comprends, les mecs. Je dis, mais les gars, après, on vous appelle avec des propositions, vous ne pouvez pas les prendre. Et en plus, moi, des fois, je négocie tout. Moi, tu sais, quand je négocie un combat pour un boxeur, tu peux être sûr qu'il va être bien payé. Tout le temps. Je m'assure que toujours que le boxeur il soit content de sa bourse. Tout le temps. Sinon, je ne l'envoie pas. Parce que je ne veux pas qu'on dise John Ali, il a envoyé un boxeur au casse-pipe. Jamais de la vie. Et ça, tu ne l'entendras pas. Parce que c'est faux. Mieux ne pas faire de business que faire ça, tu as raison. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas avoir cette image. Et tu sais pourquoi? Parce que je pratique la boxe. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer des boxeurs, mais en loisir, mais je pratique. Et je sais ce que c'est la boxe. Je sais ce que ça implique. Je suis pas juste dans les souliers du mec qui serre les mains. Non, je sais ce que c'est de s'entraîner avec des boxeurs. Je sais ce que ça implique. Et j'ai pas envie d'être responsable un jour de voir un mec tomber devant moi et de me dire ça me fait peur. Même quand j'envoie un boxeur qui perd à l'étranger, ça me fait peur. Tu vois, quand j'appelle, alors il a pris un KO. Oh putain, c'est grave et tout. Ah ben on est obligé d'aller là. Parce que je sais ce que c'est. C'est flippant, tu vois, t'as pas envie d'être responsable de ça. C'est pour ça qu'il faut. Ça se réfléchit. Et c'est dur pour les boxeurs français. Parce que je leur dis, les gars, on vous appellera pas 3 mois à l'avance pour vous préparer, les gars. Parce qu'on est encore, comme tu le dis, John Ali, malheureusement, il faut le dire. Moi, je fais partie de ceux qui le disent. Mais les gens, il faut bien qu'ils comprennent. Je le dis parce que je veux que ça change. Je le dis pas parce que je m'en satisfais. Mais sauf que nous ne sommes pas un pays de boxe. Qu'est-ce que ça
engendre par là, ça veut dire que nos leviers de négociation sont extrêmement faibles. Ouais. On est le tiers-monde, tu vois. Ouais. Et il faut comprendre cette mentalité-là. Donc, au mieux, il faut comprendre que si tu veux avoir ta carrière en tant que Français pour l'instant, parce que la boxe ne génère pas, ne s'auto-génère pas en France. Non, ouais. Il faut être un road warrior. Et être un road warrior, c'est devoir être extrêmement intelligent sur ta carrière et comment tu l'amènes. Et c'est pour ça que je vous avais fait le portrait du road warrior par excellence, Glenn Johnson. Hein, allez revoir ça. Non, encore une fois, c'est très compliqué tu vois, là, on m'a posé une question tout à l'heure, je vais y répondre quand même. On m'a dit, Iron Mike me dit, oui. John Ali, est-ce que Najib était prêt pour Kovalev? Alors, écoute, je vais répondre à cette question, parce qu'elle est intéressante. D'accord, oui. Allez. Moi, j'aurais une petite interview à faire de toi juste après, parce que sur une soirée, mais on y revient après. Ouais. Najib contre Kovalev, vas-y. Najib, il devient aspirant obligatoire éliminateur en 2013. Derrière ça, on m'appelle, on me dit Cathy Duva m'appelle. Que j'aime beaucoup. Cathy Duva m'appelle, elle me dit John, on a aimé travailler avec toi sur ce combat. Est-ce que tu penses on veut proposer un contrat de promotion à Najib? Voilà. Je lui dis écoute Cathy, je lui dis Najib pour l'instant il n'a pas de promoteur, mais il aimerait. Je lui dis c'est intéressant. Je lui dis par contre, et l'aspirant obligatoire de Najib, c'était pas Kovalev, c'était Bernard Hopkins. Tu vois, c'était Bernard Hopkins. Qui avait la ceinture. Et moi, je rêvais de voir Najib contre un vieux Hopkins, juste pour le rêve, tu vois. Hey, la chance d'avoir un vrai Hall of Famer. Un Hall of Famer, peut-être même plus de voir Najib, beaucoup plus. La boxe de Najib s'accordait plus avec un Bernard Hopkins qu'avec un Kovalev qui était un prime. Il était indestructible, Kovalev, à cette époque-là. Il était indestructible. Il a eu un prime là, mais vraiment indestructible. Juste au moment, juste à cette période-là, justement, 2013. Voilà, des fois, tu sais, tu as des boxeurs qui arrivent dans le mauvais timing. Et c'était le cas de Najib. C'est ça. Mais en même temps, c'était le cas aussi c'était le moment. À Najib, il était mûr, c'était le moment de gagner de l'argent. C'était le moment d'aller faire des combats à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je ne l'ai pas envoyé au casse-pipe. On lui a bâti des combats avant. On l'a fait boxer au Canada, à Montréal. On l'a fait boxer en sous-carte à Atlantic City. De Kovalev déjà à l'époque. De Kovalev et Pascal. Hein, voilà. Je l'ai fait boxer en sous-carte. Et du coup, Cathy Duva me dit écoute, on veut unifier Kovalev et Bernard Hopkins. Mais par contre, il nous faut l'autorisation de Najib. Voilà. Ok, on va négocier une step aside money. Voilà. On a négocié une step aside money. T'as raison. Bah oui. Non. Et non seulement on négocie une step aside money, mais en plus on négocie un combat en sous-carte. C'était le moment d'engranger de l'argent, tu vois. Ah oui. Najib, petit à petit. Dans la soirée. Dans la même soirée. Exactement. Dans la soirée. Et encore, tu vois, et là où c'est bien ce que tu as fait, c'est pas que prendre la step aside, c'est aussi continuer à le rendre actif. Exactement. Dans une soirée qui t'amène, quoi qu'il en soit, de l'expérience. Quand dans une soirée, encore une fois, HBO, dans le décorum, c'est aussi faire rentrer Najib dans un décorum. À Atlantic City, en sous-carte de Bernard Hopkins, tous les médias sont là. T'es là, nous on est là, on prend des photos avec l'écriture d'une carrière. Je m'assois à la table d'Oscar De La Hoya, tu vois. Je rencontre Oscar De La Hoya, je rencontre Bernard Hopkins, très gentil. Oui. On parle même à un moment donné, Oscar De La Hoya qui vient dire je suis intéressé par Najib Mohamed. Oh putain. Parce qu'on n'avait pas signé un contrat d'exclusivité avec Cathy Duva, on avait signé une lettre d'accord. Ça, je te le dis. Je m'assois avec Oscar De La Hoya et du coup, ça me met en porte-à-faux parce que je dis Najib, t'es tout excité. Je dis, attends, on est sous contrat là avec Cathy Duva et c'est une copromotion parce que c'était la copromotion Hopkins et Kovalev, tu vois. Donc je dis, on peut pas se griller, il faut faire les choses intelligemment. Il arrive le combat en 2015 avec Najib contre Kovalev. Najib est plus que prêt. On est en juillet, 25 juillet 2015, Mondalebe, Jean-Pascal contre Gonzalez en sous-carte. En sous-carte. D'ailleurs, Jean-Pascal qui vole Gonzalez, je tiens à le dire quand même, ça c'était. Jean-Pascal qui vole Gonzalez. Mais bon combat, ça envoyait du parpaing. Hein. C'est magnifique. C'était peut-être le plus beau combat de la soirée. Parce que voilà, il a eu le temps de se faire, c'est un combat qui a eu le temps de se faire. Et puis Jean-Pascal, il offre toujours des beaux combats. Il donne tout, ouais. Grave. Et là, Najib, pendant la préparation, on ne cherche pas d'excuses, mais Najib, c'est quelqu'un qui se surentraîne.
Il est toujours surentraîné, Najib. Il y a des défauts. Mais, mais attention, il refuse jamais un défi, il est tout le temps prêt. Hein. Najib, tu vas lui dire, va mettre les gants avec lui, il va pas se poser de questions. Ouais, je vais mettre les gants avec lui. Je lui dis que je suis boxeur. Un boxeur, ça boxe. Najib, il dit comme ça. Donc voilà. Mais quand même, voilà. Et donc arrive le combat avec Kovalev, il perd par fracture de l'orbite, donc du coup il voit plus rien, tu vois, on voit qu'il est voilà. Donc bah voilà, il passe à côté de son combat. Là, il n'espérait pas aussi le nez cassé malheureusement de Najib ce soir-là, ou je me trompe? Il y avait eu effectivement, Najib, il a eu une ouverture sur le nez qui s'est passée durant je sais plus quel combat, mais voilà. Mais qui se réouvre de temps en temps. Voilà. Qui s'est réouverte encore quand on est parti boxer en 2018 quand on est parti boxer en Russie. Ouais, c'est ouvert. Ah bah je peux parler de ça. Attends. Ouais, on va en parler parce que j'y étais pas d'ailleurs. Justement, c'est bien qu'on en parle. Ouais. J'étais à Montréal à ce moment-là. C'est ça qui est drôle. J'étais à Montréal à ce moment-là. J'étais déjà plus. On s'est jamais croisés. Ouais, c'est vrai, on s'est jamais croisés. Donc voilà. Et donc derrière ça, on me propose. Najib, il a besoin de repos, ça arrête. Mais Najib, tu sais que Najib perd le samedi, le lundi, on est à Big Bear chez Abel Sanchez. Najib, il s'entraîne. Tu sais, Najib, il y a un truc. Après, c'est le destin. Enfin, après, c'est ne plus accepter aussi la boxe. En fait, qu'est-ce qui a été très frustrant dans ce combat, c'est que ça arrive tôt dans le combat. Mais c'est la boxe aussi. Parfois, tu sais, les blessures, les impacts et tout arrivent tôt, et donc t'as un peu, enfin, le spectateur Kidam a l'impression d'avoir eu un combat avorté. Mais ouais. c'est dans la c'est dans la logique du combat lui-même que des choses comme ça puissent arriver. Exactement. Tu vois, moi, tu sais, anecdote, la première fois que j'ai emmené ma femme à une soirée boxe, c'était à Montréal, c'était Stevenson contre Dawson, quand Stevenson prend le titre. Et, et donc ça dure 1 minute 30. Tu sais, et tu sais, ma femme qui c'était la première fois, elle fait, bah c'est déjà fini. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est déjà fini. Il a été KO, c'est la boxe. C'est ça la boxe, tu sais. Et donc, effectivement, il y a eu un peu ce phénomène-là mais pour qui sait voir, encore une fois, c'est Najib. Regarde là où j'ai mal vu. Kovalev est vraiment le crusher. Vraiment. Oh, non, mais regarde là où j'ai mal vu, parce que tu fais des erreurs aussi. Puis t'écoutes ton boxeur, t'écoutes le clan et tout. Après ce combat-là, à peu près 1 an après, en mai 2016, on nous propose Gvozdyk. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas plutôt plus que Kovalev, ça, c'est pas une défaite qui fait très mal, Gvozdyk? Plus que Kovalev. Voilà. Et ça a été une erreur de l'accepter. Mais à un moment donné, pourquoi on l'accepte? Il faut le comprendre. Et là, c'est le business qui rentre en jeu. C'est plus la boxe. Oui. Les Américains, ils te donnent une opportunité tout le temps. Ils vont t'en donner, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, si celle-ci, tu la foires, ou si celle-ci, tu l'acceptes pas, parce qu'ils se laissaient le droit de libérer Najib de ses engagements tout de suite après Kovalev. Et Najib, il dit... Là, on est avec Top Rank, hein, c'est ça? Pour du côté de chez Gvozdyk. Oui. Ouais. Et l'accord se fait avec... D'accord, oui. Vas-y. Excuse-moi. Et donc, on accepte le combat. Najib perd par KO au 2e round. Mais un KO terrible. Hein. C'est ce genre de KO qui fait peur. C'est-à-dire, tu es là. Moi, je suis avec Mourad Gassiev. On est dans le coin. On fait le coin, tu vois. Moi, je parle à Najib. En soutien de Pacquiao Bradley 3. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, après, on regarde le combat tous ensemble et tout. Najib va très bien, tu vois. Et tout. Il va mieux? Ok, super. Ouais, nickel, tout de suite après le combat. Mais KO brutal, tu vois. Et ça arrive. Et Najib applique pas ce qu'on lui dit. À ce moment-là, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ce moment-là, tu vois. Voilà. Derrière ça, on se fait descendre. Quand je te dis qu'on se fait descendre, Captain, c'est-à-dire qu'en France, moi qui sors d'une télé-réalité, les gens comprennent pas ce que je fais dans la boxe, je me fais descendre alors que, tu sais, je connais tout le monde dans la boxe et tout. Les gens comprennent pas. C'est pas grave. Je dis, Najib, laisse parler. Najib, écoute-moi, laisse parler, on va revenir. On va revenir. Personne n'y croyait. Ouais, mais vous êtes... ça a dû être quand même pas facile. Vous avez dû faire plus que le dos rond. C'est ça? C'est super dur. C'est super dur, mais c'est la boxe. Comme tu as dit, c'est la boxe. Tu vois, comme quand toi, tu vas voir Dawson et Stevenson, c'est la boxe, c'est comme ça. C'est pas grave, on va se relever, on va revenir. Vous êtes relevé, mais petit aparté, parce que moi, en fait, je te découvre Est-ce que parfois, justement, on t'a pas pris au sérieux en tant que homme de boxe, en tant qu'homme du business boxe, parce que tu es aussi un artiste,
Je sais sûr. qu'il y a un côté artiste. Attends, on m'a pas pris au sérieux qu'en France, parce qu'à l'étranger, partout, on me prend au sérieux. Quand je te dis que les Anglais m'appellent, quand je te dis que je suis entré, eux ils s'en foutent de ça. On ne prend pas plus au sérieux à l'étranger qu'en France. Moi, j'ai l'impression. Si. Oui, c'est ça. Et quand Cathy Duva, elle sait que je suis artiste. Quand elle décroche son téléphone, quand on discute. Pas de problème, moi je l'aime bien, j'ai parlé. Mais non, tu sais pourquoi? Parce que la mentalité anglo-saxonne, la mentalité américaine, c'est tu peux être artiste, tu peux être acteur, tu peux être. Je te dis une bêtise, pour donner gros. Oscar de la Hoya, c'était un chanteur. Oui. L'album, on s'en fout. Le mec, c'est un tueur à côté. À partir du moment où tu es bon dans ce que tu fais, si j'étais un artiste mais que j'étais mauvais dans ce que je voyais dans la boxe, bah, la boxe, de toute façon, je ne serais pas dans la boxe. Ça ferait longtemps qu'il n'y a aucun boxeur qui me ferait confiance, qui ne travaillerait pas avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en France, au début, ça a été compliqué. Et après, j'ai commencé à travailler avec des entraîneurs français, notamment gros big up à mon club, Aulnay-sous-Bois, le Marcel Cerdan. Boxing Club d'Aulnay-sous-Bois, à Nasser, à Alim, voilà, avec qui j'ai commencé à travailler et qui ont vu, quand on partait à l'étranger, ma façon de travailler. Et qu'ils se disent, ouais, on veut travailler avec John. Et eux, ils ont dit, on travaille avec un mec, parce que eux, c'est des entraîneurs. Nasser, il est respecté dans le monde de la boxe, Nasser Al-Alaoui, en France. Et Nasser, il a dit, moi, je travaille avec John. John, vous pouvez travailler avec lui, c'est un mec sérieux. Et là, du coup, maintenant, tout le monde, voilà, et ça s'est calmé, tu vois. C'est vrai qu'au début, après, moi, je m'en foutais parce que je savais ce que je faisais. Est-ce que tu ne représentes pas, en fait, et là, je tape encore sur mon pays, mais vous comprenez, hein, enfin, encore une fois, parce que je veux que ça change. Est-ce que tu n'es pas, toi, un personnage, un exemple type du complexe français, c'est-à-dire du monde franco-français franchouillard, qui ne comprend pas que le talent ne correspond pas à des profils formatés de personnes. En fait, en France, souvent on te dit, tu sais, souvent en France, on crie, ouais, on est discriminé, on ne juge pas sur nos compétences. Je dis, mais vous faites pareil des fois. Il n'y a pas plus de discriminant qu'un Français qui pense tout savoir, mais sauf que tu prends ce mec et tu mets dans un autre pays, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Hein. Déjà, ça assure pas. Et quelque part, en fait, c'est un peu t'es obligé de t'imposer à l'étranger pour enfin avoir un petit peu de respect dans ton propre pays. C'est un peu ça. Hein, c'est ce que j'ai fait. Je me suis imposé à l'étranger pour avoir du respect dans mon propre pays. C'est pour ça qu'après, j'ai pu travailler avec... quand Jean-Marc Mormec fait redonne sa chance à Najib pour le titre WBC francophone, le nouveau titre qui venait de sortir. Tu vois, Najib revient en super moyen. Cette idée aussi qui était intelligente de descendre d'une catégorie pour se refaire un nom, pour être légitime, c'était important tu vois, de revenir par cette catégorie-là. Ça a été aussi stratégiquement pensé. Et je vais te dire, c'est même Abel Sanchez qui l'a suggéré à Najib. Tu vois. Et après, ça a été un débriefing, on en a longuement parlé, tu vois. Mais ça a été la bonne porte de sortie. Najib redevient champion WBA Continental en France. Gros big up à Malamine Koné, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, avec qui j'ai super bien travaillé, qui a dit, ah ouais, super John, je veux travailler avec toi. Super bien. Voilà. Derrière, je travaille avec les Anglais, derrière, je travaille avec les Allemands, et hop, Najib redevient champion IBF, et puis Najib, il se reclasse en mi-lourd. Et bim, il est dans le top. Il était 15e, là, cette année, il était 15e des mi-lourds. C'est pour ça que tout le monde m'appelle. Et c'est pour ça que, voilà. Mais Najib, là, il a encore deux gros combats, si tout se passe bien, pour finir sa carrière. Parce qu'on est sur une fin de carrière, tu vois. On est sur une fin de carrière, mais moi, si j'arrive à lui faire en fin de carrière, j'aimerais bien. Najib, c'est quelqu'un qui mérite de faire un championnat du monde juste parce que Najib, juste pour sa détermination, sa compréhension de... C'est un personnage, j'ai pas besoin de le connaître, Najib, pour aimer ce qu'il a fait, tu vois. Moi, et c'est ce que je disais à Duopa quand je l'avais interviewé, c'est que il me donnait l'impression, Duopa, de ne pas comprendre lui-même en fait quel avait été le cœur de son histoire. Et le cœur de son histoire, c'est d'avoir été un road warrior français qui à défaut compensé beaucoup de ses défauts par le panache. Et Najib, on est quand même sur un parcours. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Najib, c'est son parcours auquel tu as contribué. C'est un parcours où, si il n'avait pas tellement cru en lui, il n'aurait pas vécu des choses. Alors, il a vécu des victoires, il a vécu des défaites. Mais c'est l'histoire qui est belle.
Et lui, il a mis son histoire, encore une fois, il a mis son histoire dans des lieux, dans des endroits qui, en termes de décorum, étaient très forts, symboliquement très forts. On en rêve de ce que Najib a fait. Moi, je suis le premier à rêver d'une telle carrière. Je suis le premier à rêver d'une telle carrière. Et on arrive sur, il a vécu ces moments, notamment en Wozniak, là c'est très dur. Il se relance, comme tu disais, super moyen. Et puis, à ce combat en 2018, on est la veille de la Coupe du Monde. Je me souviens très bien. Dans une belle réunion, justement, c'était la finale du tournoi Ali Trophy chez les Cruiserweight entre Usyk et Gassiev, tout à fait. Voilà. Mais il y a une très belle sous-carte. Et il y a plein d'histoires dans cette sous-carte. Et notamment Najib qui se fait voler. Qui se fait voler parce que c'est peut-être. Alors moi, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Je vais te raconter cette histoire parce qu'elle est super intéressante. Ça m'avait marqué parce que j'ai putain, ça boxe là, Najib, t'es bon. Moi, j'étais devant mon écran, tu sais, j'étais en Saskatchewan, dans le fin fond du Canada, mais j'étais là et tout, j'étais tellement content et il se fait voler, mais c'est une douille. Enfin, c'est pas. Je t'explique. Vas-y. Najib devient champion WBA continental chez les super moyens en France contre Adila Mohammadi. Derrière, ça devient compliqué de lui proposer un truc intéressant parce que, tu sais, ça coûte cher pour organiser. Et là, je fais un gros big up à Malamine Koné, mais voilà. Et je dis à Malamine, écoute, moi, j'ai des touches avec les Russes et avec les Anglais pour le World Boxing Series cet été. Parce que Najib avait boxé en mai, donc le combat c'était après l'été, tu vois. Et Najib, il est bon quand il gagne et quand il est en mou et quand il est sur des trips, tu vois. Quand il est mis du rythme. Et je lui dis, écoute, il vient de faire WBA continental, on me propose le WBA international derrière. Donc c'est parfait, on est dans la continuité contre un mec que Najib peut battre. Il me dit, occupe-toi du combat. Moi j'appelle Najib, je lui dis, écoute Najib, je lui dis, je lui dis en plus c'est magnifique, on va retrouver Moat avec qui on a passé des mois et des mois aux États-Unis, avec Yael Sanchez, il y a tout le monde, on part avec Nasser Lalaoui, gros big up avec toute la famille. Et d'abord là-bas, il y avait tout le monde, on a rigolé. Hein, il y avait notre champion des lourds légers français. Oui, alors quelle belle histoire aussi ça. J'oublie son nom, c'est le champion des lourds légers. Incroyable, j'aimerais tellement l'interviewer sur cette histoire. Les gars dans le chat, il est en sous-carte et il rencontre Bredis. Il fait la limite. Brandon Deslauriers. Brandon Deslauriers. Attends, je te raconterai un truc sur Brandon Deslauriers juste après, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, on va là-bas. Avant ça, je dis à Najib, écoute, voilà Najib. Je dis, j'ai un combat intéressant, il y a des sous à prendre, tu vas être mieux payé que ce que tu as fait avec Adila Mohammadi en France. On repart sur des bourses très intéressantes. Je dis, par contre, il y a un risque, Najib. Je dis, la carte est magnifique, hein. On boxe en sous-carte du World Boxing Series, c'est magnifique. Il y a Usyk, il y a Mourad et tout. Je dis, par contre, Najib, s'il ne met pas un genou à terre, j'ai envie de te dire, s'il ne met pas un genou à terre, si tu ne le mets pas KO, si le mec il n'est pas au bout, on ne gagnera pas. Ça, le boxeur, il te dira toujours, ouais, je sais, t'inquiète, je sais comment ça se passe. Même des fois en France, d'une ville à l'autre, tu te fais voler. Tu sais comment voilà. Ils le savent, ils savent tout, les boxeurs. Quand tu parles à un boxeur, il sait tout. Ça, faut le savoir. Voilà, je dis, t'es sûr? Il dit, ouais, on y va. Alors, on y va. C'est génial. La veille, on mange au resto. Mourad, il nous invite. On est avec Najib concentré, Najib prêt. Sauf que Najib, il n'a pas les ressources énergétiques en super moyen. Il n'a pas les ressources énergétiques pour faire plus mal au gars qu'il les a quand il est en mi-lourd, tu vois. Parce que le rebond de la pesée, si tu prends pas les kilos qu'il faut au rebond, ça c'est très important. Réhydratation, comme ils disent. Oui. Très important. Et ben, si le tronc il est vide, peu importe si la charpente elle est belle, tu vois ce que je veux te dire. Et Najib, pour ce combat, il fait un beau combat, au point il gagne, mais il fait pas mal à... Une fois, il lui fait mal, une fois, il lui touche au corps, mais il lui fait pas mal, en fait. Le mec, si tu regardes bien, il avance tout le temps sur Najib. Il avance tout le temps. Il fait le rouleau compresseur. Et c'est lui le champion. On n'est pas sur un titre vacant, comme sur la ceinture d'avant. Lui, il faut le plus. Il faut le plus, comme tu dis. C'est lui le champion. Et Patriot Boxing,
Vladronov, les amis à voilà les Patriot Boxing, qui est une organisation russe très bien, mais qui est politiquement très voilà. Là, c'est Poutine, quoi, tu vois, c'est des amis, tu vois, voilà, t'arrives pas, tu vas pas, ils vont pas te payer, en plus te donner la ceinture et tu vas repartir avec. Ça se passe pas comme ça, les gars, la boxe. C'est moi qui ai payé. Hein. Si tu veux vraiment prendre la ceinture, il va falloir que tu fasses très mal à mon boxeur. Et en plus, la WBA, qui est une fédération, moi, qui me gave, je te le dis, je le dis dans le live, hein, j'ai aucune. Ouais, t'es le bienvenu, parce que qu'est-ce que je leur chie dessus. Ah ouais, la WBA, je peux plus me les voir. Quand il y a un contrat quand il y a une ceinture WBA, je dis à Najib non automatiquement. Je dis non, c'est bon, pas travailler avec eux. Ouais. Les juges de la WBA, enfin bref, voilà. Et il y avait. On se comprend. Et il se fait voler. Il se fait voler. On reste sur le ring pendant 10 minutes. Comme ça, on a gueulé sur le ring comme ça. Ouais. Et le public applaudit Najib. Il y a 25 000 personnes, c'est blindé. Ah, ils se lèvent pour nous, ils viennent nous voir. Ah, ah. Et je suis dit, il se fait chier dessus, quoi, tu vois. Mais c'est comme, tu sais quoi, je revis le moment où Najib perd le WBO intérim contre Cleverly, où Najib fait une belle démonstration de boxe. Et il est prévenu une semaine à l'avance. Et là, je te jure, les Anglais, ils encensent Najib, ils sont déçus de Cleverly, qui est pas encore champion, qui prend son premier titre, tu vois. Et ils pensaient qu'ils allaient. En fait, Najib arrive là-bas et c'est un journeyman. Cleverly se dit, il a été prévenu à la dernière minute, je vais le défoncer. Najib, il est pas loin de lui faire, de le tuer, quoi, tu vois, le mec. Et c'est toujours ça. Il manquait toujours le petit truc. Et donc, Najib se fait voler contre Fedor Chulina. Il se fait voler. J'envoie des mails à la WBA derrière. Ouais. Et je dis à Patriot Boxing, tu me dois un combat maintenant. Patriot Boxing me dit, ok, je te donne un combat. Manque de peau derrière. C'est pour ça que tout ça, c'est très dur. Il faut le comprendre. Parce qu'on a besoin de boxer. Najib, ils me disent, ok, est-ce que tu veux faire le WBA continental contre Shishkin, qui a boxé ce soir-là? Moi, je dis à Najib, tu veux faire Shishkin en super moyen? Encore en super moyen? Ouais, je veux le faire et tout. Je dis, Najib, je serai pas là, moi. À cette période-là, je pars à Montréal. Pour la musique, tu vois. Donc, vous allez partir en Russie sans moi, les gars. Ouais, non, John, je veux le faire et tout. Je veux le faire et tout. Et Shishkin, pour moi, je le vois comme Vosdik au départ, tu vois. C'est-à-dire, il est plus grand, il a des grands segments. Et c'est un vrai super moyen. C'est-à-dire, le jour où il est sur le ring, le mec, il fait 83 kilos, quoi. Tu vois, il est étoffé, quoi. Tu vois. Et je regarde le combat de Montréal. Je te jure, Captain. Je regarde le combat. Et je vois Najib prendre un KO. Je te jure, je suis pas bien devant ma télé. Parce que je suis pas là-bas. Et c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Il prend un KO. J'appelle tout de suite derrière. Najib, ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Najib, il prend des KO, mais toujours tout va très bien. Je te jure, moi, là-dessus, il m'a toujours transcendé. Ouais, bon, falloir qu'on travaille sur la suite. et il prend un KO, tu vois. Bon, il a pris un KO, ça va. Il a pris une petite correction, il a pris un KO. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? C'est compliqué de revenir derrière. C'est ça que la boxe est terriblement ingrate. Et c'est nous, en tant que fans, si tu te considères fan de boxe, il faut que tu aies ton interprétation de la carrière des boxeurs que tu soutiens notamment. Parce que un record, c'est du papier. Sur papier, voilà. Mais les défaites n'ont pas le même visage. Il y a des défaites qui font mal, comme ce KO dont tu parles. Et puis il y a des défaites qui sont en fait des victoires, qui ne disent pas leur nom. Le combat d'avant. Et sauf que ça s'oublie. Et c'est le rôle du fan de boxe. Si le fan de boxe, le vrai, a un seul rôle, c'est de préserver dans l'esprit de la communauté les performances des boxeurs qu'on soutient. Et qu'est-ce que j'appelle performance? La performance est autre que victoire-défaite. Ça, c'est basique. Après, il y a comment il a été sur le ring. Et tu peux perdre en performant. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Et Najib, moi, ce qui m'avait foutu les boules, c'est que grosse performance en 2018. C'est une belle performance de boxe. Ouais. Sauf que comme il n'y a pas la victoire, comme en plus c'est en sous-carte, et je me demande même si c'était diffusé ou pas en France. Et je crois pas. Et ça n'a pas aidé. Ben, ça s'oublie. Tu vois, moi, je voulais t'en parler parce que justement, je l'ai pas oublié.
tu vois, je l'ai pas oublié. Et c'est ça aussi, c'est ça, comment dire, aimer la boxe, c'est aussi continuer à faire vivre les belles performances, parce que ça aide les boxeurs, parce que les boxeurs doivent se vendre. Et souvent, tu te vends sur ta dernière prestation. Et quelque part, parfois, si ta dernière prestation a été mauvaise, c'est pas que tu te vends, c'est que tu es obligé de te vendre. Voilà. Et sauf que si ta dernière prestation, c'est une défaite, sauf que tu as excellé, eh ben, essayer en termes de communauté de tenter de faire contrepoids, c'est important. Mais ce qui est intéressant là, et après je vais venir sur comment on a rebondi. Oui, ce qui est vas-y. intéressant, c'est de se dire, effectivement, il fait une belle performance contre Chudinov. Mais vu que derrière il perd par KO, on se dit, ah bah tu vois, les gens c'est comme ça, tu vois, qui voient la boxe. Tu vois, on se dit, ah bah ouais, bon, bah ouais, il a perdu contre Chudinov, bah, là il se fait mettre KO. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, derrière ça, mon boulot, c'est de faire quoi? C'est de me dire, bon, le temps passe. C'est ça. Voilà, et je me dis, mais il faut quand même. J'arrive à lui décrocher un titre, encore. Ouais. Et là, j'ai une fédération qui m'a préféré, l'IBF. Oui, tu nous l'avais dit, ça. Ouais. La plus droite, la plus calée, la plus impartiale, tu vois. La plus sérieuse. Et ça, c'est ça, je tiens à le dire parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Ils rigolent pas, l'IBF. Vraiment. Les organisateurs, tu les vois, les juges, ils sont mais carrés à mort, l'IBF. Sauf que Nadjib, il est sur une défaite. On me propose un titre IBF. Et je dis, ok. Je dis, mais Nadjib, il va falloir qu'on fasse un combat avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit combat. On prend un mec qu'on sait qu'on va gagner. Nadjib le met KO. Voilà, il prend vraiment un mec, mais vraiment, voilà. C'est juste pour que on riscorde une win, tu vois, sur la carte, tu vois. Et derrière, on fait l'IBF Europe contre Conny Conrad en Allemagne. Encore une fois, on va à l'étranger. Encore une fois, là, on a de la chance. C'est l'IBF, sans qu'on le demande, il y a un juge français, tu vois. Il y a la télé, il y a les machins. Conny Conrad, voilà. Pour Nadjib, c'est parfait. On remonte en mi-lourd. Tu vois, là, je dis, c'est bon, on fait le combat en mi-lourd. Fini les super moyens. Je dis, on oublie les super moyens. On le fait en mi-lourd. Et je le fais d'ailleurs, gros big up à mon pote Sébastien Pitot, avec qui on a booké le combat. Et je dis, Nadjib, écoute, je dis, ce combat-là, c'est soit ton dernier combat pour une grosse fédération. Si tu gagnes pas, c'est ton dernier combat pour une grosse fédération, on ne pourra plus rien faire derrière. Tu feras le marchepied, tu seras sur 3 défaites, ce sera terminé. Je lui dis, Conny Conrad, il revient. Je lui dis, mais c'est quand même, il est chez lui, il est en confiance, ça reste quand même dangereux. Je lui dis, il y a Nadjib, là où il est très bon, c'est stopper ses combats. C'est pas les mettre les KO, tu vois. C'est les petits KO. Nadjib, il t'étouffe, il te machin. Je dis, Nadjib, si tu arrives à me le mettre en petit KO à la 7e reprise, tu me l'étouffes, tu le déboîtes. Et je lui dis, Nadjib, sur ce combat-là, tu te pèses. Et le lendemain, je veux que tu aies 3-4 kilos au-dessus. Alors, il faut savoir que le lendemain, à l'IBF, tu as une pesée le matin. Ouais. À 10h30. Pour pas dépasser je crois que c'est 3 kilos, 4 kilos, à peu près 4 kilos. Mais déjà, c'est très bien. 4 kilos en plus pour Nadjib, c'est très bien. Il a le coffre. Et là, le lendemain, je le vois, il est plein. On est parti manger. Qui a posé énormément de problèmes à Danny Jacobs aussi. Ah bah ouais. Voilà. Mais c'est très bien ça, parce que ça protège nos boxeurs. Bim. Il me met Conrad. En plus, malheureusement, je me souviens, ce combat-là, on ne pouvait pas partir avec nos entraîneurs. Parce que Nasser et Halim, ils faisaient un championnat de France à Aulnay, qu'ils organisaient. Et ça tombait pareil. Et ils ne pouvaient pas, c'est eux qui organisaient. Donc, Nadjib trouve, et là, je fais une grosse dédicace à Frédéric Patrac. Ok. Qui a été champion et qui a fait les championnats d'Europe. Voilà, gros bisous. Il vient en voiture. Il vient en voiture en Allemagne. Et on n'est que lui et moi, on fait le coin de Nadjib pour ce combat. Ah putain. Moi, j'aime pas faire le coin. Je l'ai déjà fait. J'aime pas faire le coin. Moi, mon boulot, c'est pas de faire le coin. Tu vois. Moi, mon boulot, c'est de m'assurer que Nadjib va bien, qu'il écoute ce qu'on lui dit. Tu vois, voilà, c'est ça. Je fais pas le coin. Là, je fais le coin. Tu vois. Mais parce que je le connais aussi, Nadjib. Donc, je sais ce qu'il y a à faire. Donc, voilà. Et Patrac, il assure grave. Fred, encore gros big up à toi. Et Nadjib, il met KO Conny Conrad chez lui au 4e rang. Le met KO. Et on prend la ceinture IBF Europe. Écoute, j'ai eu l'impression qu'on gagnait un championnat du monde. Parce que incroyable. Mais tu sais, parce que j'étais content, parce que
Parce que déjà, c'est cette fédération, je l'adore. La ceinture, tu sais, elles sont magnifiques, hein, les ceintures IBF. Enfin, que ce soit une championnat du monde ou une intercontinentale, elles sont tout aussi lourdes, tout aussi magnifiques. Et je sais que Najib va se recaler, et je sais que derrière ça, on va avoir des opportunités, tu vois. Même si ce sera plus dur derrière. Mais regardez d'où on vient, regardez comment on revient. C'est une grande victoire. Et Najib, il montre qu'il peut mettre encore, qu'il peut stopper des mecs, tu vois. Voilà. Et en plus, avec un arbitrage maison, on le sait, chez eux, à domicile, tu vois, voilà. C'est pas. Donc, j'étais fier, tu vois. Ouais, ah bah, je suis d'accord. Alors ça, et derrière ça, on me propose, du coup, je dis, OK, on reste à l'IBF et je travaille avec les Allemands. Derrière ça, on me propose Adam Dance, qui a fait Better BF pour le IBF intercontinental. Écoute cette histoire. Adam Dance, on doit le faire en septembre 2020. OK. Une semaine avant le combat. Dernière semaine de préparation pour Najib, on est tous à Paris. On part, j'arrive le lundi, on part le mardi en Allemagne. D'accord. Pour le combat, voilà. Ou le mercredi, voilà. C'était où en Allemagne? C'était au même endroit où on avait fait, parce que c'était le même promoteur, au même endroit où on avait fait. Je crois que c'était à Berlin, je crois qu'on le faisait à Berlin. Mais attends, la veille, on doit prendre l'avion. Le promoteur m'appelle. John, ne prenez pas l'avion demain, le combat est annulé. En plus, le combat avait été reporté, il devait se faire on avait boxé en septembre 2019 contre Conrad, on devait boxer en mai 2020, Covid, combat reporté en septembre 2020, ok. Bon. Et je dis à Najib, et entre-temps, on m'appelle, mais je dis à Najib, non, Najib, je dis, on a ça, c'est bien, c'est un bon plan. Promoteur, on est avec l'IBF, on a des juges français, c'est bien payé, c'est la continuité, il faut rester là-dessus. On va aller en Angleterre, on va aller ailleurs, ils vont nous mettre. D'ailleurs, on me propose Joshua Boiti entre-temps, tu vois. Je dis non. Je dis Adam Den, c'est beaucoup mieux. Je dis ça boxe, mais c'est beaucoup mieux. Et je dis en plus, c'est un gaucher. Pour Najib, c'est parfait. Parce qu'il n'est pas dans l'axe de la droite. Pour un gaucher. Et pour Najib, c'est parfait. Si tu analyses la boxe de Najib. Sauf que voilà, il m'appelle, elle me dit, il n'y a pas le combat. Je dis pourquoi? Elle me dit, Adam Dance, le clan Bitterbeer a appelé et ils viennent de lui proposer de faire Bitterbeer. Voilà. Je dis, vous allez nous payer quand même. Ah ouais. Attends. Donc vous nous payez un pourcentage de la boxe, on vous signe un truc, vous nous faites. C'est ça aussi mon boulot. C'est pas simplement dire c'est annulé, non. Tu vois ce que je veux dire? Récupérer, ce qui est très dur, c'est aussi récupérer la thune. Récupérer une petite partie, tu vois, pour la préparation quand même. Pour dire, voilà, on ne pourra pas récupérer la somme. Mais par contre, voilà, on vous dit, voilà, vous nous proposez quelque chose après. Donc, et même pour Adam Den, ça ne se fait pas, parce qu'il devait le faire, je crois, un mois après, mais en fin de compte, ça ne s'est pas fait, ça s'est fait que là, récemment, tu vois. Récemment, tout à fait. À cause du Covid. Et du coup, ça me laisse en attente Najib. Et entre-temps, on nous propose des trucs. Et je dis à Najib, attends, on va attendre la bonne opportunité. Et je dis, ça ne sert plus à rien de se précipiter, de toute façon. Et là, c'est l'exemple type pour voir plus grand que quand ça patauge et quand c'est au point mort pour l'élite, ça a des conséquences en cascade. C'est au point mort pour tout le reste de la communauté de la division. Et surtout dans la division des mi-lourds. Il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé dans la division des mi-lourds. C'était au point mort. Il y a eu que l'année dernière, il y a eu que Joe Smith Jr. qui terrasse Eleider Alvarez. Il y a eu que Exactement. Ça. Voilà. Mais je veux dire, tous les champions ne boxent pas. Bivol boxe pas. Pratiquement, il se passe rien. Beterbiev boxe pas. Jean-Pascal, il boxe pas. Il part faire une télé-réalité. Je sais pas ce qu'il fout. Parce que moi, mon but, j'aurais aimé que Najib fasse Jean-Pascal. Tu sais ce qui va arriver. On en a parlé peut-être tous les deux. Tu sais qui va reboxer là. Badou, ouais. Enfin bon, bref. Mais tu sais, sa dernière performance, elle m'a déçu. C'était encore en carte de Tyson. Ah, non, même pas. J'ai pas regardé cette soirée, j'ai boycotté. Mais ouais, Badou, c'est plus ça. Hein. C'est plus ça. Mais je l'aimais bien aussi. Enfin, je l'aime toujours bien, ce gars. Il a fait quand même des grands combats. C'est qui Gab Bob? Gab Bob, c'est un de mes pirates qui, je pense, est de la belle province. Oh, tu vois, regarde, il est au courant du combat, là, il vient de poster. Tu vois. Ouais. Il parle de qui là? Parce que de Najib. Ah, de Najib. J'ai des mecs qui sont. Regarde. Ali Ismailov. C'est un mec, il a. Tu peux regarder, je crois qu'il a. Attends, Ali Ismailov, il a. Laisse-moi 2 secondes. Hein, juste. Vas-y. En attendant, tu nous rassures en parlant bien de l'IBF parce que nous, on soutient à mort. C'est un pirate. Vous pouvez. Patrice Boldy,
qui est en demi-finale mondiale de l'IBF contre un Allemand, justement, et ça doit se faire en Allemagne pour possiblement devenir le mandatory de Triple G. On attend ça avec impatience et tu nous rassures en sachant que c'est sous la gouverne de l'IBF, on est un peu plus rassuré. Comment s'écrit son nom à lui là? Parce qu'il y a un autre Ali Ismailov là, mais c'est pas le bon. J'oublie toujours. Z-M-A-I-L-O-V. O-V. Ah oui, IZ, oui, c'est vrai. Parce que tu as Ismailov et Ismailov. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'ai mis. Voilà, Ali. Alors, Ali Ismailov, je t'explique pourquoi j'accepte ce combat. Oui. Il a 5 combats, 3 KO. Ouais. Il va affronter Najib. Pourquoi tu crois que je refuse Joshua Buatsi? Attention, il est bon. Regarde, tu vois, regarde, c'est bon, regarde, ils nous l'ont écrit le combat. Tu vois, regarde, ils nous l'ont mis sur Boxrec, je savais même pas. Donc on va boxer à Moscou. Et en plus, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi je suis content d'aller à Moscou? Parce qu'il faut savoir que le 23 juillet, il y a une fête nationale sur la place rouge. C'est le jour de la boxe, c'est magnifique. Tu kifferais, Captain. Il y a des rings de partout. T'as la télé, t'as tout le monde. C'était le cas déjà en 2018. Et c'était le cas déjà en 2018, on y était. Et nous, on était restés quelques jours de plus. D'ailleurs, tu vois, j'en ai profité. Le lendemain du combat, j'ai tourné un clip à Moscou. Excellent. Magnifique. Et donc voilà, moi tu vois, regarde, IBF Intercontinental Heavyweight Title, tu vois, on est noté. Donc je suis très content. Mais moi, comment ça se passe? Parce qu'il faut savoir un truc quand même. Quand il me dit Ali Ismailov, je dis Najib, Ali Ismailov, je dis, il est bon. Je dis, mais pour toi, il est bien. Je dis, par contre, attention, il est un peu dur. Je dis, ça va être compliqué. Et je dis, mais au moins, je peux négocier. Contre Joshua Buatsi, je ne pouvais pas avoir du juge français. Et je dis, écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis aux Russes. Je leur dis, écoutez, je vous donne Najib. Je dis, parce qu'au début, j'ai négocié la bourse, parce qu'au début, ils ne voulaient pas payer. Tu sais, c'est des petits combats. Ali Ismailov, il vaut quoi? Il a 5 combats. Il n'y a pas d'argent là. Tu vois, ça, il faut que les gens le comprennent. C'est qu'enfin, quand c'est Ali Ismailov qui organise, mais que son organisateur ne lui donne pas des bourses de malade non plus. Il a 5 combats, le mec. Et qui veut Najib Mohamedi? Je dis, tu veux Najib Mohamedi? Ok. Je dis, mais par contre, il faut payer. Najib Mohamedi va être mieux payé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en fin de compte, moi, je dois organiser. Et je lui dis, écoute, je te donne Najib à 2 conditions. Je lui dis, je veux qu'il soit bien payé. Et en plus de ça, je veux un juge français. Sinon, je ne fais pas le combat. Ok. Je dis, sinon, c'est comme si je te le donnais sur un plateau. Ah oui. Donc, je veux un juge français. Et là, on y va. Là, on est content. Là, on va à Moscou. En plus, Najib, il a le temps de se préparer. Tu vois, le combat, je vais négocier, ça fait 3 mois déjà. Et c'est en juillet. Tu vois ce que c'est? C'est-à-dire, tu as le temps de te préparer. Tu as le temps de réfléchir. On a le temps de faire la préparation. Tu n'es pas prévenu à la dernière minute. Joshua Buatsi, les mecs, ils nous appellent un mois avant. Najib, il est toujours prêt, il s'entraîne tout le temps. C'est pour ça qu'il m'a dit oui. Je lui dis, mais non. Je lui dis, là, tu vas combattre un mec qui a moins d'expérience. Be ready. En plus, il y a une ceinture. Il y a une ceinture IBF intercontinentale. C'est parfait. J'ai dit, Najib, tu gagnes ce titre. Derrière, on fait un championnat du monde. Je te fais un championnat du monde. Même si on va contre Better Beef, c'est pas grave. Même si on perd, c'est pas grave. Si on sort sur un championnat du monde, elle est belle. Putain, oui. En plus, ce sera encore un championnat du monde unifié. Et en plus, ce sera un championnat du monde unifié. Tu me fais kiffer. Bah, bien sûr. Donc moi, et regarde, et pourquoi tout à l'heure, tu as vu, je t'ai dit, il reste 2 combats à Najib. Parce que si Najib me gagne ce combat, derrière, je fais un championnat du monde. Voilà. Tu vois, voilà. Et ça, c'est mon travail à moi, de m'occuper de ça, de trouver la bonne stratégie. Tu vois. Mais attention, c'est pas facile. Parce que tu peux faire même des erreurs, même quand tu as la bonne stratégie. Tu sais, c'est la boxe, hein, comme tu as dit. Hein. Sur un coup, la bonne stratégie, tu l'oublies. Hein. C'est comme Tyson dit, on a tous un plan avant qu'on prenne un coup dans la gueule. Hein, tu vois, c'est... Ouais, mais toi, t'es là pour créer des chemins envisageables, businessment parlant. Après, sur le ring, Najib doit marquer le but. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, il y a Gabbob qui dit qu'effectivement, Ismailov, il a passé le KO à Fire. Je dis, c'est vrai. Je dis, mais quand tu regardes la boxe des gars, c'est pas du tout la même, tu vois. Donc, Najib a plus de chances contre un Ali Ismailov que contre un Buatsi. Ça, c'est savoir regarder la boxe, tu vois. Même si ça va être dur, je dis pas que ça va pas être dur, ça va être dur. Parce que Ali Ismailov, c'est pas Conrad. Et tu as créé de meilleures conditions en Russie qu'en Angleterre. Exactement. Tu sais que là, les conditions seront totalement à 110% contre vous. Là, au moins, tu as des petites... C'est comme des phares ou comme des bouées de sauvetage. Tu as des petits trucs ça. Voilà. que vous avez. Et ça change la donne totalement. Et c'est l'IBF. Je tiens à le dire. L'IBF, elle est fair. C'est-à-dire, si le mec, il gagne, il gagne. Et en plus, le titre, et en plus, pourquoi il part pas, le titre, il est vacant. Ça aussi, c'est bien. C'est pas un champion. Le titre est vacant.
C'est-à-dire que l'IBF, si elle voit gagner Najib, elle va le donner à Najib, comme elle a fait avec Conrad. Le titre était vacant. Et quand le titre est vacant, c'est beaucoup mieux, tu vois. Oui. Et donc, c'est pour ça. Donc, bien entendu, demain, on va m'appeler pour Najib. J'ai reçu quand Najib il fait Conrad, on m'appelle pour Bivol derrière. Tu sais combien je pouvais avoir? Allez, on était à 100 000 euros. On était à un peu plus de 100 000 euros. J'ai dit à Najib, non, on le fait pas. Je regrette un peu là, parce que derrière, il y a eu le Covid, tu vois. Ouais. Mais surtout, qui est peut-être. Mais pour te dire, tu sais pourquoi? Je lui dis parce que t'es pas prêt et parce qu'on va perdre. Donc, on va prendre des sous. Mais je dis, derrière ça, tu perds. Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a pas, rien. Et en plus, il n'y a plus rien financièrement, mais il n'y a plus rien en termes, encore une fois, d'histoire. Il n'y a plus rien en termes d'histoire. Il n'y a plus rien en termes d'histoire. Alors que là, il y a encore une histoire à raconter. Là, vous êtes sur encore une histoire possible. Il y a les conditions d'une histoire encore, d'une belle histoire. Et pour des, comment dire, il faut avoir parfois un discours d'écrivain pour motiver au max des vétérans. Tu vois ce que je veux dire? Pour motiver. Parce qu'un vétéran, oui, bien sûr, l'argent est important. Il est important pour tout le monde. Mais quand tu es dans une carrière, un vétéran, quand tu es vétéran, tu as cette conscience que tu as écrit une histoire. Et que quand tu boxeras plus, tu devras vivre avec. Alors, il faut tout faire pour qu'elle soit belle. Et comme toutes les histoires, jusqu'au dernier souffle, tu peux la transformer en bonne ou mauvaise histoire. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va faire ce combat. Et puis voilà, c'est voilà. On peut rien faire d'autre de toute façon d'intéressant. C'est le truc le plus intéressant qu'il y a sur la table. Tu vois. Non, je veux dire, attends, il va aller combattre pour un titre. Bien payé, un mec qui a 5 combats. C'est dangereux. Mais c'est pas plus dangereux que dans la position où il est d'aller faire boîtier pour 10 rounds pour rien, d'aller faire machin, tu vois. Pour aussi rejoindre tes propos, ces mecs-là comme boîtier, vous comprenez pourquoi les mecs se sentent forts? Bon, bien sûr, ils sont pugilistiquement parlant, ils sont bons. Mais pourquoi ils se sentent forts? C'est autre chose de se sentir fort. C'est parce que tu as tout avec toi. Tu vois? Et c'est un peu comme le petit bully qui sait qu'il est baqué par son père millionnaire. Tu vois? Il se sent fort. Il se sent fort. Et Boity, c'est ça. Et ça joue, psychologiquement, ça joue, tu sais. Et c'est énorme sur un plan psychologique. Il faut le comprendre aussi, ça. Faut le comprendre. C'est pour ça que Ryan Ford, il avait grave les boules. Hein, parce que c'est clairement, ils l'ont fait à l'envers. Clairement. Et donc, Ryan Ford, c'est clairement le signe pour qui sait voir que dealer avec Eddie Hearn sur son terrain, la cartouche, tu vas te la prendre. C'est dur à dire, mais c'est ça. Petite anecdote, parce que tant que je te tiens, moi, je te découvre, John, et donc je suis loin et tout, et je suis complètement déconnecté de la France, hein, vraiment, et tout. Mais par rapport au combat contre Kovalev qui devait arriver en 2015, je te découvre dans un truc. Alors, c'est qui ce Gugus? En fait, il y avait un clash. Mais enfin, les gens n'avaient pas encore l'habitude des clashs, tout ça, mais tu avais fait un clash avec un mec qui était tatoué, là. Oui. Et moi, au départ, je me dis, c'est un sketch, le mec, et tout ça. Mais c'était vrai, c'était un vrai clash, John. Ouais. Bah parce que tu sais, je sortais d'une télé-réalité. En fait, je sors d'une télé-réalité, moi. Ouais. En France, télé-réalité super populaire. Et d'un coup, je me retrouve à m'occuper de. Je me retrouve 2 mois à Big Bear Lake en camp d'entraînement pour un championnat du monde unifié. Donc, déjà, dans le monde de la boxe, personne ne comprend. Mais bon, en attendant, tu sais, je te raconte juste un truc, juste pour que tu saches. Ouais. Quand Najib signe parce que dans la carrière de Najib, toujours, c'est un film. Najib, il fait son premier combat pour Cathy Duva en sous-carte de Bernard Hopkins, comme on a dit tout à l'heure, et Kovalev. On arrive à Atlantic City, l'entraîneur Najib se fait renvoyer en France. On n'a pas d'entraîneur. Merde, pour le visa? Défaut de visa, machin, t'as merdé, t'es fraude, t'as pas de visa professionnel. À la frontière, putain, ça c'est dur. Les flics rigolent pas. Moi, ils menacent de me mettre en prison parce que je commence à essayer de parler avec eux. Ils ne parlent pas là-bas. Je parle pas avec eux. Toi, tais-toi, tu restes là. Lui, il rentre. C'est toujours le stress quand tu passes la frontière. Tu te rends compte 7 jours avant le combat. On arrivait en début de semaine, le combat, on arrivait le lundi, le dimanche, le combat c'était le samedi, tu vois. Il n'a pas d'entraîneur. Tu sais que Bouba s'est fait refuser l'entrée au Canada une fois aussi. Oui, attends, qu'est-ce que je fais? John Ali qui connaît rien à la boxe. Si tu veux. Allô? Oui, il me faut un entraîneur.
Ouais. Et j'ai entendu dire que Abel Sanchez, il était à l'hôtel. Tu penses on peut le rencontrer? Ouais. Je l'appelle, je te tiens au courant. Ok. Je suis à l'hôtel. Abel, il est là. Il me connaît pas. Abel, je connais ni David Adam. Ok. Mon pote, il m'appelle. Il fait ouais, c'est bon. Il est dans telle chambre. Allez le voir. Je vais voir Abel Sanchez. Je vais voir Abel Sanchez. Je dis écoute Abel. Je dis voilà, Najib, tu le connais, il est aspirant obligatoire IBF. Je lui dis on vient de signer chez Main Events. Son entraîneur vient de se faire renvoyer. On n'a pas d'entraîneur pour le combat. Est-ce que tu veux faire le coin? Ok. 10%. Machin, tatati. Super Abel, merci. Rencontre avec Abel, super bien. Moi, je discute avec lui. Je dis Abel, je dis Najib, il va faire des camps d'entraînement en France. Je dis je sais que tu es à Big Burley. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Avec grand plaisir. Après le combat, on est parti à Big Burley quelques jours, visiter son camp d'entraînement. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. C'est comme ça que j'ai envoyé Najib chez Big Burley en tout premier, parce que c'est le premier qui a été là-bas, tu vois. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Et juste avant, on parlait de quoi? C'était tac, 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 tac. Parce que là, je t'ai parlé de ce combat-là. Il y a peut-être aussi un autre Français qui est à peu près à la même période ou juste un petit peu avant. C'est Maxime Bossir, qui fait aussi des camps d'entraînement là-bas. Mais non, c'est Maxime Bossier, il y va grâce à qui? C'est Najib. C'est Najib. Bah oui. Oui. J'avais vu. Bah oui, non, mais c'est 2014. Oui. Donc, t'as raison. Non, c'est Najib qui fait. C'est grâce parce que Najib est là-bas. À l'époque, il est pote avec Maxime que Maxime va là-bas et tout. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont allés là-bas. Il y en a d'autres. Avec des ceintures. Mais ça, les gens ne savent pas. Tu vois, tout ce que je te raconte là. C'est la première fois que j'en parle dans une vidéo. C'est bien. Et t'as le public pour. Hein, vraiment. Non, mais ça me fait plaisir. C'est super. Mais juste avant ça, juste avant de l'anecdote on parlait d'un truc juste avant l'anecdote de. Et rappelle aussi, et là on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais là, c'est une belle histoire, mais aussi les gens qui nous suivent le savent, mais c'est un investissement aussi que tu fais. Parce que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et qu'en entraînement, les billets d'avion, là, parce que visiter. Là, et quand on va chez Abel Sanchez, on y va à nos frais. Voilà. On est à Atlantic City et on va en Californie. C'est de l'autre côté du pays, les gars. Non, mais les gens ne comprennent pas ce que c'est un billet d'avion pour faire traverser le continent. On est sur la côte est, on part sur la côte ouest, tu vois. Puis après, tu dois louer la voiture pour remonter. Exactement. Magnifique, hein, Big Bear, l'endroit que je préfère en Californie. J'ai passé des séjours merveilleux. Ouais, j'adore. J'aime bien San Diego. J'aime beaucoup. Et j'adore San Diego. J'ai été à San Diego aussi, j'adore San Diego. Ouais. Et donc voilà, attends, on parlait d'un truc juste avant que je revienne sur cette anecdote c'est moi qui t'ai coupé avec Maxime, mais t'étais justement dans le fait de créer cette association avec Abel Sanchez. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et j'ai gardé des super contacts avec Abel Sanchez. Voilà, donc c'était. Et Najib était bien là-bas, il était content, voilà. Et je trouvais pas que ça lui apportait quelque chose dans sa boxe, pas du tout même, parce que c'était peut-être pas l'entraîneur qu'il lui fallait. Mais peut-être qu'au plan mental, et peut-être aussi se sentir là où ça se passe. Avec oui, c'était ça. C'était surtout mentalement, ça te booste d'une force. Ouais. C'était surtout ça, en fait. C'était être là où ça se passe. Ah oui, tu me parlais du clash. Voilà, c'est ça. Oui, c'est le clash. Parce que moi, je te dis, j'ai rencontré Sullivan Barrera quand il est avec Abel Sanchez et qui combat André Ward. Et je me dis aussi, est-ce qu'Abel était le coach pour lui ce soir-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que mentalement, il était prêt. Et ça, c'est quelque chose. Et alors, Sullivan Barrera était le sparring partner de Najib sur toutes ses préparations. Ouais, je sais. Et sur Brendan Delorier aussi, il y en a qui nous demandent, mais on en parlera juste après. Alors, attends, juste pour revenir sur ce clash. Quand on me découvre là, je sors d'une télé-réalité et je me fais clasher par un mec qui est dans cet univers-là, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je suis à Big Bear Lake. Mais c'est quoi, c'est un rappeur, le gars? C'est un arnaqueur, en fait, qui a fait des sous en arnaquant les gens, et notamment beaucoup de gens du Canada, d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais, laisse tomber. Il est en prison en Tunisie maintenant. Avant, il vivait à Miami, je sais pas ce qu'il faisait. Ouais, je te jure. Et ouais, c'est comme ça, effectivement, parce que ce clash fait des millions de vues. Et c'est comme ça qu'on me découvre, et c'est comme ça qu'on voit officiellement que je suis dans la boxe, en fait, quelque part, tu vois. Ouais. Parce qu'avant ça, j'en parle pas. Et d'ailleurs, le mec, je lui dis, bah, t'es aux États-Unis. Je dis, bah, viens à Las Vegas, t'as des sous, prends ton avion, je te mets des entrées pour le combat du championnat du monde. Bon, bien entendu, il est jamais venu. Mais voilà, donc ça, c'est là-dessus que tu m'as rencontré, ok. Bah ouais, non, mais et puis je me dis, ah ouais, non, effectivement, Big Bear et tout ça, et tout, et je me dis, putain, c'est atypique, là, c'est vraiment atypique. Et bon, c'est un truc qui te colle à la peau, je pense, le côté atypique, on doit te le dire tous les jours.
Ouais, bah oui, par rapport aux casquettes, les différentes casquettes que j'ai. Tu me l'as fait remarquer, toi, déjà. Et, et c'est parce que c'est des passions. Moi, c'est des casquettes, mais en fin de compte, c'est des passions. C'est des passions que je connais, dans lesquelles j'ai appris à évoluer, à travailler. Et voilà, en fin de compte, tu sais, travailler dans la boxe, c'est pas. À partir du moment où tu comprends comment ça fonctionne et que tu es crédible quand tu fais les choses, bah, les gens travaillent avec toi. Tu vois. Moi, c'est un petit plus. C'est ma passion. Je rêvais de. Tu vois, Tu as eu la chance aussi de. Comment dire? Tu as eu la chance aussi de. J'allais faire j'allais refaire le sketch de je sais plus quel acteur, tu sais, dans Mission Cléopâtre. Tu sais, la vie, c'est avant tout des rencontres. Mais c'est vrai que tu as t'as fait des belles rencontres et des rencontres de gens qui ont réussi à t'écouter. Moi, j'étais plus un analyste et plutôt un écrivain de boxe, mais et j'en ai parlé parfois à d'autres écrivains et tout. Il y a toujours cette tendance aussi, parce que comme on côtoie des mecs, on s'entraîne avec eux et tout ça, tu, tu te dis toujours, mais ce gars-là, mais il devrait tellement être plus haut, ou il devrait tellement avoir une carrière ou une autre carrière que ça. Et tu as envie d'aider. Et parfois, tu tombes sur des gars qui comprennent pas ou qui veulent pas, tu vois. Et faut savoir rester à sa place. Et moi, j'ai jamais passé ce côté-là. J'ai essayé une fois, mais ça n'a pas breaké pour moult raisons aussi, et qui m'a fait d'autant plus voir les aléas et ce qu'on ne voit pas. Le behind the scene, quoi. Ouais, bien sûr. Behind the scene qui est assez particulier, tu vois. Mais toi, tu as eu ça, quoi. Et on te le souhaite. Et d'ailleurs, ce qu'on te souhaite aussi, c'est peut-être aussi de t'occuper aussi de la future génération. Aussi. Ouais, Est-ce que tu as des projets là-dessus sur peut-être je sais pas, est-ce que tu as rencontré peut-être une pépite et tu y crois ou ouais, on a un boxeur qui s'appelle Souleymane Kartoum, qui est à Aulnay-sous-Bois. D'accord. Et qui est un très bon boxeur, qui a beaucoup de talent. Il est jeune, il a 18 ans. Mais tu sais, moi, j'interviens à un moment donné où c'est le bon moment d'intervenir. Je ne vais pas intervenir à un niveau national. Tu sais pourquoi? Parce que je ne sais pas faire. Dans l'Hexagone. C'est pas mon travail. Et je vais te dire honnêtement, je vais aller plus loin. Et je le dis, j'ai pas honte, hein, ça ne m'intéresse pas. Le niveau national à la boxe, pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que c'est quand j'ai été éduqué à la boxe, c'est pas ce que je regardais le niveau national. Je respecte, attention, hein, je suis très content, les champions français, il faut qu'ils passent par le niveau national. Mais moi, je ne sais pas faire. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir te conseiller, parce qu'il faut aussi être calé en boxe amateur, et je ne suis pas calé en boxe amateur. Moi, par contre, là où je vais pouvoir t'aider, c'est peut-être vers une évolution de carrière et d'essayer de faire les bons choix, d'essayer de te protéger au maximum. Et si tu n'as pas envie d'être protégé, si tu as envie de gagner de l'argent, je peux te faire gagner de l'argent. Tu vois? Parce que tout le monde dit, ouais, on peut tous gagner de l'argent. Non. Rassurant pour des possibles voyages box. Et des voyages box, et c'est là où toi, tu as un asset. Exactement. Voilà. Je peux faire émerger des rencontres. Je peux mettre des gens en connexion. Et je l'ai fait d'ailleurs déjà. Des mecs, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le barrière de la langue en France. Les mecs parlent pas anglais. Tu sais quoi? Il y a des mecs, des fois, ils m'appelaient. J'avais rien à voir avec un contrat. Mais, alors moi, je parle anglais comme une quiche. Mais sauf que ça m'a jamais arrêté. Et je te comprends tellement, John. Je te comprends. S'il y a un mec qui comprend, c'est moi. Parce que les Frenchies, le problème, c'est que dès qu'il faut aller dans la langue de Shakespeare, il n'y a plus personne. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il n'y a plus personne. Moi, combien de fois on m'a appelé, on m'a dit, attends, tu peux lui expliquer, s'il te plaît, John, ah, désolé, j'ai un boxeur là en France. Et tu peux lui expliquer que sur le contrat, c'est pas ça. Je dis, tu m'appelles, moi, j'ai rien à voir, s'il te plaît, rends-moi ce service. Je dis, ok, mais attends, j'appelle le boxeur, je dis, écoute, c'est ça. Ok, d'accord, ah, merci. Je dis, mais la prochaine fois, si tu veux qu'il y ait un mec je dis, tu peux m'appeler, je peux te donner un coup de main. Je dis, voilà. Mais et en fait, on a ce problème de business boxing en France. On l'a vraiment. Hein. Ouais, mais toi, tu perds pas tes moyens. Je veux dire, comment dire, et ça fait la différence. C'est parce que ne pas perdre ses moyens et donc ça fait la différence au vu des gens qui sont en face de toi. L'Américain qui soit en face de toi, tu l'as dit tout à l'heure, un Américain ne juge pas comme un Français juge. Ne juge pas du tout. Et d'ailleurs, il ne juge pas du tout. Mais donc, regarde, comment tu expliques que sur ma chaîne The Leakers, ma chaîne, elle a à peine 2 mois. Je vais arriver aux 3K là. D'ailleurs, je vais faire un super live la semaine prochaine, je compte sur toi. Ah bah, j'arrive. Plaisir. Mais moi, je suis un
Ouais, mais avec grand plaisir. Et j'arrive dans un game qui n'a rien à voir, où on m'attendait pas, alors que c'est une passion depuis que je suis gamin. J'arrive à décrocher des stars d'Hollywood en interview et à parler comme si on était, comme je parle avec toi, je parle avec eux. Mais bien sûr. Et Pourquoi? d'ailleurs, Parce je que recommande à tout le monde d'aller voir. ouais. Mais c'est ça que j'aime. De toute façon, si tu as un peu regardé ce que j'ai fait à mon humble niveau, c'est ça que j'aime. Et en plus, tu fais croquer, là. Il y a une émission qui s'appelle Fais croquer. Toi, tu fais vraiment croquer. Parce que Bah oui. en tant que youtubeur, et là, c'est plus large que simplement un sujet, en tant que youtubeur, le youtubeur et le mec qui dit, en gros, j'ai la même passion que toi, qui me regarde, sauf qu'avec moi, je vais t'apporter un petit plus. Ou au moins, je vais tout faire pour t'apporter un plus. Mm. Et la question, en fait, jeune allié, par ta démarche, la question que moi j'ai, c'est pourquoi personne l'a fait avant? Parce que ça se dégonfle dès qu'on passe côté esprit américain. Donc, il y a plein de YouTube, et je les aime les YouTubeurs. Je suis pas du tout en train de les clasher. Mais ça démontre une mentalité française qu'il faut casser. Il faut la casser, cette mentalité. Tu sais ce que c'est? Moi, de mon analyse. Ce complexe d'infériorité doit s'arrêter. Et toi, tu vas franco, et c'est ça que les Américains aiment. Moi, c'est pareil. Ça fait 15 ans, non, ça fait 11 ans que je vis dans un monde anglais, et je suis moi-même. Hein. C'est-à-dire avec mes défauts et mes défauts de prononciation et mon accent et tout ça. Ça ne m'a jamais empêché de vivre. Ça m'a empêché de rien du tout. Rien. Donc, voilà. Let's go. Let's go. Et, voilà, et les mecs, ça doit être des stars. Et toi, d'ailleurs, là, je suis sûr que ça va arriver avec, enfin, et tout. Et les mecs, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment. Excuse-moi, John. Non, mais c'était ça l'idée, tu sais. Et puis, et à partir du moment où tu es professionnel, à partir du moment où tu sais t'exprimer dans un email, dans une communication, à partir du moment où tu proposes quelque chose, une plus-value, ou même aussi aux Américains, il faut leur proposer quelque chose qui va dans leur intérêt. Les Américains sont comme ça. Faut jouer le jeu. Faut jouer le jeu. Faut comprendre le jeu. Faut jouer. Promotionnel. Je vous offre ça et tout. Voilà. Mais moi, ce qui est fou, c'est que tu vois, le YouTube a changé. Parce que toi, tu seras arrivé avec ce que tu fais on va dire en 2015, 2016. Ouais. Ta chaîne, elle serait à 100 000 abonnés. Ta chaîne, elle serait déjà à 100 000 abonnés. Mais là, c'est ce que je vise, hein, d'ailleurs. Oh, mais t'as raison, non, mais t'as raison. Et t'y arriveras. Mais le YouTube game est vraiment beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. C'est très, voilà, c'est très, très difficile. Alors que toi, là, tu proposes des trucs. Enfin, je veux dire, je le reconnais. Enfin, c'est pas pour te passer du cirage, je m'en fous. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Le niveau est là. Moi, j'aime quand le niveau est là, tu vois. Ça bluffe pas. Ou ça bluffe, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça bluffe tellement en termes d'aller chercher les interlocuteurs que tu finis par les avoir. C'est ça le bon bluff. Mais donc c'est cool. Non, mais en tout cas, merci pour ton soutien parce que tu es là depuis le début et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc ça, c'est cool. Moi, je t'apprécie beaucoup. J'ai un autre pote aussi qui a une chaîne de boxe, tu sais, Go Boxing News, qui est en France. Voilà, je suis très peu de médias français, de médias francophones de boxe. J'en suis très peu parce que je suis pas toujours fan des analyses. Mais toi, c'est bien parce que tu as un regard très. T'es le seul Français qui a un regard du business boxing. Ouais, bah il n'y a pas de Français qui ont un regard du business boxing sur une chaîne. Et toi, c'est bien, tu es le seul Français qui parle français, mais qui vit en Amérique du Nord, mais qui a un regard de business boxing. Et rien que pour ça, c'est pour ça qu'on s'entend et que tu comprends un peu aussi, je pense, ce que je te dis, tu vois. Non, mais moi, j'aime beaucoup parce que je me retrouve beaucoup, tu sais, parce que malgré le fait que maintenant on a une communauté et d'ailleurs les pirates nous le disent tous, pourquoi c'est une passion solitaire, c'est vrai. Et sauf que par contre j'étais vraiment très très en décalage par rapport aux Français, par rapport à moi-même, mon parcours de vie. Tu sais, parce que ça m'a mis. J'ai vécu des grandes années de boxe aussi à Montréal, tu sais, qui est une ville de boxe, tu sais très très bien et tout ça. Mais par exemple, tu vois, vivre les pay-per-view au bar, tu vois, des trucs comme ça, ou aller vivre le combat
dans le stade et tout ça, comment dire, magnifique. L'histoire est un peu. Je connais comment les Français vivent la boxe à la télévision. Je l'ai connu à la grande époque de Canal et tout ça. Et après, je suis arrivé et j'étais même pris dans des groupes de fans de Arturo Gatti, tu vois, ça et tout ça. Et c'est un des c'est que quand l'opportunité est là, c'est pour son dernier combat, je n'ai pas pris le bus pour descendre Atlantic City. Je m'en voudrais toute ma vie. Je m'en voudrais toute ma vie, tu vois. Et même, enfin, bon, bref, je m'égare, mais sauf que ça m'a, comment dire, mon regard forcément était à la fois en décalage et en même temps, je me disais, et quand je tombais sur des streams de télé français, je me disais, oh putain, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais vraiment. Donc, pareil que toi, j'écoute pratiquement pas la concurrence avec qui j'ai aucun souci pour la plupart. Mais moi, pour te dire un truc, les combats. Je suis complètement ricain. Tu sais, les combats, par exemple, je vais te dire un truc. Ouais. Des fois, on a une chaîne RMC ou machin qui achète un combat, un gros combat, genre Wilder Fury, tu te souviens, quand ils ont, voilà. Jamais je le regarde avec les commentaires français, moi. Jamais. Je peux pas. Je le regarde avec les commentaires des analystes américains. Parce que c'est le jour et la nuit. Alors qu'on a de très bonnes personnes qui connaissent la boxe en France, je le répète, mais qui sont pas au micro, tu vois. Donc moi, je regarde la boxe avec... je regarde les analyses. J'adore écouter les Anglais. J'adore la Box Nation, j'adore écouter leur. Que t'aimes l'anglais, c'est pas le problème. C'est que c'est le sport, parce que la boxe c'est partie du sport US. Donc intrinsèquement, il faut que tu aies une approche anglophone de la chose, que t'aimes ou que t'aimes pas. Parce que sinon, tu es toujours tributaire d'un filtre. Et c'est le filtre de la traduction, et c'est surtout le filtre de la très mauvaise traduction qui te fait comprendre des choses qui ne sont absolument pas dans la réalité de l'événement. Mais ça va au détail. Le fameux détail, je vais te le dire tout de suite, tu vas rigoler. John Ali, si je te dis light heavyweight, comment un commentateur français va le traduire? Light heavyweight, lourd léger. Ouais, lourd léger, oui. Ils font toujours l'erreur. C'est une anecdote, mais elle est tellement représentative de ça. Et non, t'as jamais été en lourd léger. Le combat s'est jamais fait en lourd léger. Non, c'est mi-lourd. Voilà. et des exemples comme ça, il y en a une centaine. Excuse-moi, parce que en fait, je regardais une question et puis je vérifiais. On m'a juste demandé par rapport à Julien Marie-Sainte. Non, moi, quand je suis arrivé, il avait arrêté la boxe quand je suis arrivé à Aulnay. Donc, bah voilà. Quand je suis arrivé à Aulnay, il avait arrêté la boxe. Mais par contre, je l'ai connu. Très bon boxeur. Et voilà. Mais très bon. Non, je me suis jamais occupé de Julien Marie-Sainte. Fameuse génération 2000, que j'appelle la génération sacrifiée de la boxe française, parce il y avait plein de très bons, et que la boxe française, en termes de politique, n'a pas compris ça, et il y a une génération sacrifiée. Hein. On peut en sortir des noms, et lui en fait partie. Très bon boxeur, il y avait Canclos aussi, qu'est-ce qu'il y avait aussi celui qui avait fait les Jeux Olympiques, enfin il y en avait pris. Ouais, effectivement, mais en tout cas, super gars, Julien Marie-Sainte. J'ai gardé des bons souvenirs quand même, j'ai rencontré des bons gars, j'ai rencontré des bons boxeurs. Franchement, voilà. Alors, il y a des mecs aussi que tu as envie d'amener. On m'a juste posé une autre question. Tu étais là quand on a dit boxer Doudou Ngoubou. Ouais, la vidéo qu'il y a sur Internet, c'est moi qui la filme. Pour te dire à l'époque. On m'a demandé, Souleymane Khartoum, normalement, il boxe le 9 juin. Donc j'y serai, c'est en région parisienne, normalement. Si je dis pas de bêtises, c'est le 9 juin. Ouais, 9 juin. C'est un week-end, je crois. Regarde ce que je disais, tu vois, mes pirates, ils me backent toujours. Ils ont toujours les exemples pour moi, tu sais. Voilà. Donc voilà. Ce que je te propose,